Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. Et au sommaire de cette émission, le domaine des carburants est en pleine révolution technologique. Et si à la place des carburants classiques, comme le sans-plomb ou le diesel par exemple, d'autres carburants plus innovants et plus écologiques faisaient leur apparition dans nos stations-service. Oui, certains ont des noms peut-être encore un peu barbares pour le commun des mortels, comme le HV ou le HVO100, les e-fuel ou le SAF, ou encore, mais là on connaît tous, l'hydrogène, des biocarburants faibles en CO2 et fabriqués en France. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de faire un tour de France des carburants, en voiture, en camion, en bus, en train, en avion. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec nos invités ce soir. Pierre-Étienne Franc, directeur général de HY24, alors HY pour HY comme hydrogène, société d'investissement française qui gère le plus grand fonds d'investissement en hydrogène. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Attention, il n'a pas de micro. Oui, le micro est ouvert. Et puis Mathieu Soulas est avec nous, directeur de la stratégie et du supply de la branche marketing. Non, il y a un petit changement, directeur nouvelle mobilité et marketing de Total Energy. D'accord, de Total Energy. On vous souhaite la bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par des carburants pour les moteurs déjà largement distribués, Philippe. Oui, on va commencer par les carburants, notamment les diesels. Alors, notamment chez vous, Total, il y a le HVO et le HVO100. Expliquez-nous ce qu'est le HVO. Alors, c'est un acronyme dans la langue de Shakespeare. Et quelles sont ses particularités en tant que carburant propre ? Alors, oui, vous avez raison. On a déjà beaucoup de biocarburants dans le diesel, par exemple, que l'on consomme à la pompe, on l'appelle B7, ça veut dire qu'il y a en gros 7% de carburant issus notamment de l'agriculture. C'est des molécules... Les gens qui font le plein, je le dis, c'est marqué sur la pompe en général. Exactement, il y a marqué B7, B10, B20. Acronyme B20. qui est incompréhensible pour le commun des mortels, qui s'appelle B7, B10, etc. Ou B30. Et donc c'est le pourcentage dans l'essence. Exactement. Dans le carburant. Ces biocarburants, ils sont issus de l'agriculture et quand on va... Et ils sont pas complètement purifiés, on a encore des molécules qui viennent assez directement de l'agriculture. Quand on va parler d'HVO, on va parler de produits issus de déchets, notamment, d'huile de cuisson usagée ou de graisse animale. Et ces molécules, enfin ces matières premières, elles ont besoin d'un traitement très poussé. C'est ce qu'on fait notamment dans nos raffineries de Total Energy, pour arriver ensuite à un produit très pur qui se consomme exactement comme du diesel ou comme du jet pour les moteurs d'avion. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est en projet ? Est-ce que c'est déjà un produit qu'on peut utiliser ? On en est où du HVO par exemple ? Alors le HVO, en trouve dans les stations Total par exemple ? Alors on en trouve un petit peu dilué dans le diesel, mais on le voit pas et on le sait pas. Par contre, c'est un produit qui est un peu compliqué, un peu cher, parce qu'un peu compliqué à produire. Et surtout, ce qui est assez rare, c'est les matières premières, c'est-à-dire ces graisses animales ou ces huiles de cuisson usagées. Il y en a pas encore énormément. Voilà. Donc c'est une molécule qui est un peu rare et donc un peu chère. On va la destiner à des usages très spécifiques. Par exemple, des moteurs d'engins de travaux publics qui vont avoir besoin de produits très purs, comme le diesel d'aujourd'hui. Voilà. Pour les moteurs essence, il y a l'éthanol, c'est un carburant vraiment écolo. Alors l'éthanol, ça on en trouve déjà, ça s'appelle le E85. Le 85, ouais. Voilà, alors il y en a un peu dans le E5, le E10, qui sont aussi des acronymes qu'on trouve sur nos pompes à essence aujourd'hui pour le samplon 95 ou le samplon 98. Et puis effectivement, on a un carburant qui est presque uniquement de l'éthanol, qui s'appelle le E85. Aujourd'hui, le 85 en France, c'est produit directement du secteur agricole. Hein. C'est essentiellement à partir donc c'est du sucre issu de la betterave, un petit peu d'importation à partir de sucre de canne à sucre. Donc cet éthanol, il est très bio parce il sort directement de la plante. Après, il peut être critique. Et sur le territoire français, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transport et voilà, c'est essentiellement du cycle court avec des productions, notamment dans toutes les régions où on produit de la betterave à sucre en grande quantité. Il y a aussi la voiture à hydrogène qui a peu de modèles. On en parle beaucoup, la Toyota Mirai, parce qu'il y a une grosse pompe qui a été installée à côté des nouveaux studios de Sud Radio d'ailleurs, ou la Hyundai Nexo. Comment marche une voiture, comme dirait Michel Chevalet ? Comment ça marche, Pierre-Étienne Franc ? Bon, déjà, l'hydrogène, vous en avez dans tous les carburants dont il parle, puisque tous ces carburants, c'est de l'hydrogène et du carbone, hein, plus ou moins déjà mis ensemble, soit on a parfois rajouté de l'hydrogène pour faire des biocarburants. Alors, la voiture hydrogène, c'est une voiture électrique dont on utilise l'hydrogène comme l'agent de réaction qui va amener de l'électricité dans une pile à combustible. Cette pile à combustible va donc alimenter un moteur électrique, et la réaction d'hydrogène dans la pile à combustible va générer de l'eau. En fait, vous combinez l'oxygène de l'air avec l'hydrogène qui est stocké dans un réservoir sous pression, et la densité de cette molécule, qui est
est très très bonne, permet d'avoir une autonomie de marche supérieure à ce qu'on aurait avec une voiture électrique classique, parce que je stocke en fait plus d'énergie dans la même quantité de volume que dans une batterie. Donc c'est une voiture électrique, on prend un moteur électrique, mais au lieu d'avoir la batterie, on a de l'hydrogène, une pile à combustible qui alimente un moteur électrique. Est-ce qu'on peut faire de l'hydrogène aussi avec du gaz ? Alors, le sujet, c'est comment on fait cet hydrogène. C'est tout le débat des couleurs, bien sûr. L'hydrogène, aujourd'hui, on le fait essentiellement à partir de gaz naturel. On casse la molécule de gaz naturel, CH4, et on émet... Ça rappelle les cours de chimie. Du CO2. Ah oui, on est souvent obligé de revenir un peu à quelques bases. On apprend ce qui a marqué sur la pompe, et maintenant on revient en cours de chimie, on prend un coup de gel. Alors, ceci dit, c'est un moyen. L'hydrogène, c'est le vecteur qui permet, en fait, de rendre tout ça propre. Parce que si jamais je garde le carbone et que je le stocke et je le séquestre, ce que font les équipes de Total Energy et tout un tas d'autres acteurs du pétrole et de l'énergie, j'ai un moyen de prendre une énergie fossile qui est le gaz naturel et de faire avec un vecteur d'énergie qui est très très efficace en énergie pour alimenter une voiture électrique. L'autre méthode, c'est de prendre l'eau et de casser la molécule d'eau avec une électricité si possible, enfin certainement propre, renouvelable ou nucléaire. Et dans ces cas-là, j'ai aussi génération d'hydrogène et de l'autre côté, j'émets que de l'oxygène. Donc je n'émets pas de gaz carbonique, de gaz à effet de serre. C'est ça l'intérêt de l'hydrogène. C'est que du coup, si je veux demain augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique mondial, il faut que j'aille le faire dans des endroits où il y a beaucoup de place, où je peux en faire en très grande quantité et pas cher. C'est-à-dire où j'ai une combinaison de soleil et de vent remarquable qui me permet d'avoir en fait de l'électricité quasiment tout au long de l'année. Pas tout à fait, 70% du temps. Souvent, il se trouve que c'est dans des endroits où j'ai pas forcément de besoin. Bah oui, c'est ça. C'est dans les déserts, c'est près des côtes, c'est en Australie, c'est dans tout un tas de déserts dans les pays d'Afrique ou en Afrique du Nord. Et j'ai des potentiels nettement supérieurs aux besoins de ces pays, qui ont besoin même de se développer, mais qui peuvent aussi valoriser ça. Le seul moyen d'emmener cette énergie dans des endroits où je n'en ai pas assez, c'est de la transformer, en l'occurrence en hydrogène ou en des composés d'hydrogène qui vont être ensuite utilisés pour les transports, l'industrie ou d'autres usages. Mais j'ai lu, alors vous me dites si c'est une bêtise, on parle d'hydrogène native. Alors donc, ça, c'est encore autre chose. Ben oui, non mais pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a plein de choses qui arrivent, plein d'informations qui arrivent, et il faudrait que juste on arrive à comprendre en fait. En gros, l'hydrogène, vous l'avez dans l'eau et dans les hydrocarbures. C'est comme ça le principe de base. Parfois, ceci étant dit, il y a des réactions naturelles qui se font aux bandes de la croûte terrestre, là où les chaleurs sont importantes, et l'hydrogène se dissocie naturellement de certaines roches et remonte. Et plus on peut le capturer bas, plus il est pur, moins il va se recombiner avec de l'oxygène ou avec du carbone pour refaire des hydrocarbures autres. Et donc il y a un certain nombre d'endroits où on a identifié des gisements d'hydrogène comme ça qui sortent de manière un peu naturelle. Et si on arrivait à trouver des endroits où il sort de manière continue, de manière importante, on pourrait envisager de prendre cet hydrogène donc directement fabriqué, qui n'émet pas du coup de carbone, et qui est une forme d'énergie fossile mais propre, et qui peut constituer à terme un gisement important de production d'hydrogène. Ceci étant dit, aujourd'hui, c'est effectivement des sujets à l'étude. C'est pas complètement prêt. Il y a quelques puits qui existent au Mali. Il y a des gisements identifiés en Ukraine, au Brésil, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. C'est l'hydrogène blanc, ça. C'est l'hydrogène blanc. Il y a probablement des choses qui vont se faire dans ce domaine. Mais avant d'arriver à récupérer le renouvelable massif dans des pays où on a besoin avec de l'électrolyse, faire du carbone capture pour continuer à utiliser les actifs que l'on a en Europe notamment, qui sont alimentés à base de gaz naturel, de façon à éviter de les arrêter, alors que leur vie économique n'est pas terminée, c'est très important. Pour revenir sur la voiture, ce qu'on disait quand même sur la voiture au départ. Parce que je croyais qu'il y avait deux technologies, la pile à combustible et la combustion dans le moteur à hydrogène pur. Alors on peut aussi, ça c'est la somme de constructeurs disent, ce serait dommage d'arrêter d'utiliser ces moteurs thermiques qu'on a développés pendant plus d'un siècle. Et donc, il y a un certain nombre de cas où on peut éventuellement utiliser l'hydrogène dans un moteur thermique, ce qui permet de garder les technologies. Donc les basculements technologiques sont moins violents. Mais simplement, l'hydrogène a beau être très intéressant, c'est moins dense que le pétrole. Donc je vais quand même avoir moins d'autonomie. Donc c'est une solution de transition qui permet de déployer l'usage de l'hydrogène, mais après, la pile à combustible a quand même beaucoup d'avantages, c'est beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique. Juste un point. Il y a quand même près de 80 000 véhicules qui tournent dans le monde à l'hydrogène, des véhicules électriques. L'essentiel de ce qui se passe en Asie, au Japon, en Corée, en Chine. La Chine, aujourd'hui, opère 95% des camions hydrogène, opère 85% des bus hydrogène.
Et les deux autres grands constructeurs qui sont très actifs, effectivement, c'est Hyundai et Toyota, avec des programmes très importants de soutien de la mobilité hydrogène en Corée, au Japon, en Californie. Donc c'est un sujet qui se déploie. Vous produisez de l'hydrogène, Mathieu Soulages, chez Total ? Alors on produit beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'on a changé de nom il y a 2 ans. On s'appelle Total Énergie. Voilà. Pourquoi beaucoup d'énergie ? Aujourd'hui, le transport, tous les segments du transport, ils utilisent des produits qui se ressemblent beaucoup et qui sont issus du pétrole, que ce soit le carburéacteur pour les avions, le diesel ou l'essence. Le challenge de la transition énergétique, c'est de passer vers des énergies différentes parce qu'elles vont être adaptées à différents cas d'usage. Et c'est bien ce qu'on voit dans la rue, c'est-à-dire que les véhicules légers, les voitures, la technologie qui est en train de gagner vraiment, parce qu'elle progresse très vite, c'est l'électrique. Donc l'essentiel de nos voitures sont électriques. Pour le camion, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a des camions qui font de la très grande distance, et on a des camions qui font de la petite livraison en ville. Et donc on va avoir un mix différent pour les camions, donc les petits camions seront sans doute électriques. Certains sont déjà au gaz ou au biogaz pour rentrer dans les centrales. Voilà, dans les zones à faible émission. Voilà. Et puis les camions longue distance, aujourd'hui l'électrique a du mal parce que il faut que le camion s'arrête le moins possible, qu'il traverse toute l'Europe en quelques jours. Oui. Et c'est là qu'on travaille beaucoup sur l'hydrogène parce que l'hydrogène va pouvoir être une énergie complémentaire. Et donc sur un cas d'usage comme le camion, on se rend compte qu'on va déjà avoir à gérer 2 voire 3 énergies pour la décarbonation du segment. Et c'est encore plus compliqué pour l'avion et pour les bateaux. Mais on en reparlera après tout à l'heure. On va parler de tout ça. Dans quelques instants. Si vous regardez la panoplie, ne bougez pas. On doit faire la pub là. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Bien sûr, quand on parle des carburants de demain, c'est passionnant. Jusqu'à 20h avec nos 2 invités du jour. Vous voulez réagir, poser des questions, 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et dans ces vraies voix responsables, Pierre-Étienne Franc est avec nous, directeur général de Hy24. Hy comme hydrogène, HY, une société d'investissement française qui gère le plus grand fonds d'investissement en hydrogène. Et Mathieu Soulages, directeur nouvelle mobilité et marketing de Total Énergie. Il y a ces nouveaux carburants. Est-ce qu'ils vont aider à la réindustrialisation de la France ? Vous continuez à adapter vos raffineries. Mathieu Soulages, chez Total, vous faites maintenant des raffineries 100%, on va dire, bio ? Exactement. Le marché du carburant pétrolier, il est en diminution, et en particulier en France. Et donc, on avait un vrai enjeu à la transformation de notre outil industriel, qui sont les raffineries pétrolières qui transforment du pétrole brut en carburant fossile, de l'essence, du diesel, etc. Et donc on a transformé il y a quelques années notre site de L'Amed à côté de Marseille, exactement. Et on est aujourd'hui en plein projet de reconversion de notre raffinerie de Grand Puy, pas très loin de Melun, en région parisienne, avec un investissement très significatif. Du pétrole, d'ailleurs, en Seine-et-Marne. Exactement. Cette raffinerie, elle a été construite parce qu'elle était près des gisements du bassin parisien. Et aujourd'hui, on est en train de la retransformer pour qu'elle ait un avenir, avec vers la production de carburants, de carburants verts, de biocarburants, et puis des carburants, surtout les carburants aviation de demain. C'est un investissement très significatif, plus de 340 millions d'euros, pour assurer une vraie pérennité et un vrai outil industriel en France, proche des consommateurs, puisque ce sera à partir, beaucoup de la matière première sera du recyclage. Il y aura une usine de plastique recyclé, et puis il y aura production de ces fameux HVO, de ces fameux SAF, qui sont à partir d'huile de cuisson usagée, de graisse animale, plein de déchets qui C'est de l'économie circulaire, en fait. C'est une forme d'économie circulaire, c'est valoriser sous forme énergétique une partie de nos déchets, exactement. Vous gérez les investissements en infrastructure hydrogène, Pierre-Étienne Franc, ça prend bien en France, c'est bien pour industrialisation. Pas facile à dire. Le sujet, c'est pas que les carburants, c'est que vous êtes en train de changer de modèle énergétique, vous devez passer dans un modèle énergétique bas carbone, parce que c'est les réglementations qui l'imposent. L'Europe met en place des taxes pour essayer à l'exportation et à l'importation pour essayer de protéger les industries qui sont vertueuses. Donc, on va avoir besoin de ces nouvelles énergies pour continuer à garder des sites sidérurgiques, par exemple, qui vont devoir, pour certains d'entre eux, basculer à des procédés bas carbone. Pour ça, l'hydrogène sera clé.
Et quand on prend dans la chimie, c'est pareil. Toutes les industries qui sont très intensives en énergie vont devoir basculer sur soit des modèles très électrons, donc avec de l'électricité, soit des modèles à base d'hydrogène, recombinés avec du carbone ou tout seul. Bon, si on prend les biocarburants, si on prend un site comme des projets comme ceux qui sont développés par des développeurs de projets dans lesquels on a investi, qui s'appelle Elise, qui est un développeur de projets justement de SAF et de biofuel. Ils ont un projet dans la vallée du Rhône qui va générer à peu près 100 000 tonnes de SAF, donc de Sustainable Aviation Fuel, qui sont un peu carburant durable pour l'aviation en fait. C'est un projet qui va générer à peu près qui va nécessiter à peu près 1 milliard d'investissements. Bon, ça va générer évidemment des emplois pour mettre en place l'investissement, ensuite des emplois pour opérer. Et c'est un moyen de pérenniser et de localiser des sources d'énergie qui avant étaient quand même importées, puisque dans un modèle économique durable, on va devoir progressivement réduire notre dépendance aux importations de pétrole et de gaz. Et donc, si on peut fabriquer ces énergies en partie localement, on va relocaliser une partie de la valeur. Mais est-ce que l'hydrogène n'est pas plutôt fait pour le train, l'avion, les camions, plutôt que la voiture de monsieur et madame tout le monde? Ah non, mais ça, aujourd'hui, alors je pense que, comme on dit, il y a plusieurs périodes. La période actuelle est une période de montée de l'électrique. Et progressivement, les gens vont s'habituer à avoir des voitures électriques. Ils vont assez vite buter sur un nombre de contraintes, sur la manière dont ça va tirer sur le réseau de distribution et de transport d'énergie, ensuite sur la capacité de production d'électricité, sur les bornes de recharge rapides qui sont quand même qui demandent beaucoup de puissance, et donc ça coûte cher. Et surtout, on va avoir très vite le besoin d'hybrider ces véhicules. Aujourd'hui, l'électrique fonctionne parce qu'on a cette hybridation qui est possible avec des moteurs thermiques. Quand les moteurs thermiques seront arrêté du fait des réglementations européennes, il faudra hybrider. Et là, l'hybridation naturelle de la batterie, ce sera l'hydrogène. Mathieu Soulas, vous mettez le paquet, notamment, vous me passerez l'expression, dans vos stations-service sur les nouvelles bornes électriques. Alors, vous m'avez donné des temps de recharge qui sont assez impressionnants. Alors, oui, parce qu'effectivement, on parle des différentes technologies pour le véhicule. Et l'électrique en fait partie, bien évidemment. C'est pour ça qu'on en parle. Et le véhicule électrique évolue énormément. Enfin, les techniques s'améliorent très vite, aussi bien sur la batterie, les capacités des batteries, que effectivement l'efficacité ensuite des véhicules. Total Energy, on a investi aussi dans la batterie puisqu'on est dans un consortium avec notre société Saft, un consortium avec Daimler et Stellantis qui s'appelle ACC, qui a été surnommé l'Airbus européen de la batterie. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Et on voit ces performances des batteries qui augmentent énormément. Tous les nouveaux modèles de véhicules légers ont maintenant 400-500 km d'autonomie. Et donc, voilà, il y a une vraie dynamique. Il y a quand même un avantage aussi à l'électrique. Dans l'électrique, on a un rendement énergétique qui est excellent. C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'énergie entre la production et l'usage à la roue. C'est-à-dire de combien la voiture peut avancer. On a un rendement qui est pour les scientifiques, autour de 80%. Donc on perd très peu d'énergie. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec des voies un peu plus compliquées, notamment celle de l'hydrogène, où il faut produire cette électricité, la transformer en hydrogène. On a parlé d'électrolyseur tout à l'heure, qui est le terme technique. Stocker cet hydrogène à très haute pression ou à très très basse température. Donc il faut aussi beaucoup d'énergie pour comprimer et mettre cette température. Et ensuite, on redétricote cet hydrogène dans la voiture, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, avec une pile à combustible, pour ensuite avoir de l'électricité pour le moteur électrique de la voiture à hydrogène. Ça, c'est compliqué, et cette chaîne, elle donne un rendement final qui est assez faible. L'ADEME a calculé un rendement autour de 25%. Ce qui veut dire qu'entre 25% et 80%, il faut presque 4 fois plus d'électricité pour la voiture à hydrogène que pour la voiture électrique pour faire les mêmes 100 km de parcours. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux à la fois techniques et économiques qui font que aujourd'hui, la technologie qui gagne pour les véhicules légers, à part pour quelques usages très intensifs, c'est bien l'électrique. Et c'est pour ça qu'on est en train d'investir Total Energy très lourdement en Europe de l'Ouest et en particulier en France pour avoir ces infrastructures de bornes de recharge qui permettent de prendre directement dans le réseau électrique pour recharger directement sa voiture. On a gagné un très grand nombre d'appels d'offres. Notre objectif, c'était d'être au-delà des 35% de part de marché sur les autoroutes de France. Ce qu'on a fait, et à chaque fois on a investi, donc on a fêté la semaine dernière les plus de 1000 bornes haute puissance installées en France. Et on recharge en combien de temps ? On recharge alors en gros 100 km en un peu moins de 10 minutes. Un plein complet, c'est un peu moins de 30 minutes. Et c'est bien l'usage qu'en font aujourd'hui les utilisateurs de véhicules.
Une pause sur autoroute qui d'habitude faisait pas beaucoup moins que 30 minutes, aujourd'hui en 30 minutes, on peut recharger quasiment complètement son véhicule électrique. C'est d'ailleurs l'objectif. Donc on a installé, si vous avez vu nos hubs, nos stations électriques le long de l'autoroute, on en a mis beaucoup des bornes. On est entre au minimum 8, mais on est plutôt à 16 voire 24. Et ça, l'objectif, c'est bien que le client s'y retrouve, donc il ne perd pas de temps à attendre qu'une bande se libère. Et l'objectif, évidemment, c'est d'aller très vite et qu'il n'y ait pas de blocage au passage à la voiture électrique. Parce qu'il y a un vrai changement de comportement. Je vais réagir un tout petit peu. Oui, allez-y. Les chiffres sont parfaitement justes. Je ne vais pas challenger Total sur les chiffres, sur l'efficacité des rendements hydrogène, mais je voudrais rajouter 2 compléments. L'efficacité énergétique du système énergétique mondial actuel est de 40 à 50%, et l'efficacité d'un moteur thermique est pas tellement meilleure que celle d'un moteur hydrogène. Simplement, le moteur thermique a quelque chose de fantastique, c'est que vous n'avez pas d'enjeu d'autonomie et que vous rechargez en 3 minutes. Et que jamais jusqu'à aujourd'hui vous étiez posé la question de l'efficacité parce que c'était pas cher. Et donc le sujet n'est pas un sujet technique, c'est un sujet économique. Donc le problème pour l'hydrogène, c'est de baisser son coût pour être économiquement rentable. Parce qu'avec l'hydrogène, j'ai une autonomie de 5, 6, 700 km, la Hyundai c'est son cas, et la nouvelle Toyota aussi, et j'ai un temps de charge, là où c'est 30 minutes, de 3 ou 4 minutes. Alors je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais il faut quand même raisonner customer experience, comme on dit là. L'utilisation client. Expérience, voilà, merci, expérience client. Et le deuxième sujet est systémique, c'est que oui, l'hydrogène est moins efficace sur toute la chaîne, mais avec l'hydrogène, je vais aller chercher des gisements d'énergie renouvelable que je ne sais pas ramener autrement. Donc c'est pas 4 contre 1, c'est 1 contre 0. C'est-à-dire que les champs d'énergie renouvelable du désert du Maroc, les champs d'énergie renouvelable d'Australie, du Moyen-Orient, de certains bassins en Ukraine ou autres, je ne sais pas les capturer autrement qu'avec un système gazeux qui passe par une électrolyse et par de l'hydrogène. Donc c'est soit ça, soit je n'ai pas ces énergies-là. C'est pour ça qu'il faut regarder systémiquement et pas uniquement au niveau local. Et ça, rapidement, c'est dans combien de temps ? Ça, c'est en cours. Les premiers grands projets de fabrique sont en train d'être décidés, vont se déployer dans la décennie et les 2 décennies qui viennent. On est quand même en train de passer on change complètement de modèle. Chaque année, il y a 200 gigawatts d'énergie renouvelable qui sont installés dans le monde. On va devoir doubler ou tripler ce rythme. Et on va devoir aller le faire dans des endroits de plus en plus lointains parce que c'est pas cher, c'est beaucoup plus gros et ça va plus vite pour le déployer. Et il va falloir trouver des vecteurs pour le transporter. C'est l'enjeu des 2 décennies qui viennent. On en parlera dans quelques instants. On reviendra sur finalement sur les avions, sur les trains. Les poids lourds. Oui, les poids lourds. C'est quoi l'énergie de demain ? On va en parler. On va avoir besoin de tout. Et si on parle de l'avion, on doit faire la pub. J'interviens quand c'est la pub. Mais non, on vous donnera la parole dans un instant. Regardez ce que vous avez à dire. Allez, restez avec nous. On reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis d'être avec vous, avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est très innovant, très techno sur les carburants de demain. C'est passionnant, en tout cas. C'est une émission qui carbure bien. Elle était facile. Allez, on fait le plein jusqu'à 20h. Pierre-Étienne Franc est avec nous, un directeur général de AI24, une société d'investissement française qui gère le plus grand fonds d'investissement en hydrogène. Et Mathieu Soulas, directeur nouvelle mobilité et marketing de Total Énergie. En tout cas, messieurs, merci d'être avec nous ce soir. On parlait bien sûr de la voiture de monsieur et madame tout le monde, du particulier, mais forcément, on se dit, est-ce que les carburants seront les mêmes en fonction des trains, des avions, des camions? Est-ce que peut-être vous pourrez répondre à cette question de dire les poids lourds, on avait évoqué un peu le sujet de l'hybridation. Plus vous allez vers des besoins intensifs, des charges importantes à transporter, la volonté de faire tourner les véhicules 24 heures sur 24, moins vous avez de temps pour recharger, plus vous avez besoin d'autonomie. Donc plus vous allez rajouter cette molécule qui a hydrogène dans le système, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, quand on rentre sur d'autres sujets qui sont les trains, le maritime, les bateaux le fret maritime, et puis évidemment les avions. Très très polluant. Là, on rentre encore dans d'autres débats, mais dans tous ces débats, soit on électrifie les trains, c'est facile. Soit on sait électrifier les lignes, il n'y a pas de débat. Mais ça coûte très cher. Mais ça coûte cher. Et puis il y a beaucoup d'enjeux environnementaux aussi. Donc on n'a pas forcément envie de mettre des lignes à haute tension partout. Bon, soit on peut pas. Et là se pose le débat batterie hydrogène. Et là c'est assez simple. Au bout d'une certaine distance, il vaut mieux faire de l'hydrogène parce qu'il y a plus d'autonomie. Et sinon c'est de la batterie. Et il y a des camions. Alors on a regardé, par exemple des constructeurs. On va les citer. Je sais pas moi, MAN, Scania ou encore DAF. J'ai l'impression qu'ils vont jouer
pour certains, hydrogène et électrique. C'est bien ça, Mathieu Soulas? Exactement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu, suivant les usages, d'avoir des technologies les plus adaptées. Et en fait, on disait, le petit camion qui va rester en ville, qui va pas faire plus que 200-300 km par jour, le plus simple pour lui, c'est de s'électrifier. Parce qu'il aura une borne dans son dépôt, et la nuit, il rechargera. Au moment où l'électricité est la moins chère, il prendra la route le matin, il fera sa tournée, il sera beaucoup plus silencieux, beaucoup plus agréable à conduire. Et donc, il y a un vrai intérêt, et on le voit bien, ceux qui essayent ne reviennent jamais en arrière. Sur l'usage régional, il faut déjà faire 300-400 km par jour. On est à la limite aujourd'hui de la technique du camion électrique, mais tous les grands constructeurs, tous, sortent à partir de l'année prochaine des camions qui ont entre 400 et 600 km d'autonomie pour les petits camions. En pur électrique. Non, y compris pour des 38 tonnes, 44 tonnes. Les premiers tracteurs, voilà, exactement. Tous les porteurs, donc tous ceux qui sont accrochés avec leur cargaison, mais les premiers tracteurs. Tesla revendique d'ailleurs d'avoir son tracteur, donc celui qui tire les grosses remorques, avec une autonomie déjà de presque 700 km. Donc on voit que c'est la progression, en fait, les progrès qui ont été faits sur la voiture, sur la batterie de la voiture électrique, on les retrouve à une autre dimension. Ils sont mis directement en application par les constructeurs de camions. Ils utilisent les mêmes technologies. Ce progrès de la voiture électrique, il est utilisé directement par les fabricants de camions. Et puis ce qu'on disait, pour les usages les plus intensifs, il y a l'hydrogène qui aujourd'hui tient encore la corde, même si la technologie commence à rouler sur des grands kilométrages en Chine ou en Asie, pas encore en Europe. Mais Stellantis lance des véhicules commerciaux hydrogène parce qu'ils savent pas répondre aux besoins de toute leur clientèle pour des usages intensifs et lourds. Donc ils ont besoin d'avoir cette solution-là. Renault a une solution aussi avec Plug, dans le cadre d'une JV qu'ils déploient. Pareil, ils vont déployer des camions. Daimler a annoncé des camions hydrogène. Hyundai déploie des camions hydrogène. Enfin, ils sont tous dans cette capacité. En fait, la motorisation de demain, c'est un mix électrique-hydrogène. Il y aura beaucoup plus de batterie pour le léger. On mettra un peu plus d'hydrogène pour le lourd. En fait, je simplifie à l'extrême. Et d'ailleurs, la compétitivité et la gamme d'offres, ce sera de jouer sur la relation entre la batterie et la pile à combustible pour offrir une solution qui soit adaptée aux besoins de chacun. Mais excusez-moi, notamment chez Total, on aura encore des moteurs thermiques dans les camions ou dans les bus, par exemple pour les longues distances, des bons vieux V8, V12, voire même V16 diesel ou pas, où ça va carrément disparaître? Alors, ça va mettre du temps à évoluer, parce que cette transition, elle est compliquée. Il faut changer les usages, il faut changer les flottes, le temps que ça coûte cher de remplacer un camion. Et puis un camion, on lui fait faire 1,5 million, 2 millions de kilomètres. Exactement. Et aujourd'hui, un camion électrique, il coûte 2 ou 3 fois plus cher qu'un camion diesel, et le camion hydrogène, il coûte encore 2 ou 3 fois plus cher ou 2 fois plus cher que le camion électrique. Donc ça va prendre du temps, il faut que les technologies deviennent matures, passent vraiment à l'échelle pour que les coûts baissent et qu'il y ait un certain nombre de subventions ou de réglementations qui aident aussi à cette transition. Parce qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, il décolle parce qu'il est aidé par les réglementations et un certain nombre de subventions à l'achat du véhicule neuf, par exemple. Ça va être pareil sur le camion. Aujourd'hui, il faut que ces systèmes se mettent encore en place, notamment sur les subventions d'achat d'un camion électrique ou à hydrogène. Alors il y a des inconvénients, puisque finalement l'électrique, le froid, on n'est pas très copains avec l'électrique. Le froid, c'est un problème aussi. Quels sont les inconvénients justement de l'hydrogène? Parce que là, on parle que des côtés positifs. C'est quoi le côté négatif? Il y a pas mal d'inconvénients qui sont mentionnés, puisque manifestement la batterie est plus efficace, machin, etc. Donc le sujet, c'est le prix, en fait. Oui. C'est le prix et la massification de la supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas un fuel. Et l'enjeu, c'est que ça devienne un fuel qui soit géré comme un fuel, c'est-à-dire avec une capacité de distribution avec des réseaux. Quand vous dites un fuel, c'est un carburant. Oui, un carburant. Oui. Un fuel au sens un carburant. Pour l'auditeur, en général, le fuel, c'est ce qu'on met dans la cuve. Il faut une supply chain, une chaîne de distribution logistique, de production, avec des réseaux de pipes, avec des stockages, parfois liquides, parfois sous pression, et des capacités ensuite de coût de revient. En gros, l'hydrogène, il faut diviser le coût de revient à la pompe par 2. C'est ça l'enjeu, dans les 10 ans qui viennent. Il faut quand même rappeler que pour le renouvelable, sur les 20 dernières années, on a divisé le coût du kilowattheure produit par énergie solaire ou éolien de 10 à 20. Oui. Donc, on est toujours en train de dire c'est cher, mais les enjeux sont bien moins violents que ceux qu'on a réussi à traiter sur le renouvelable, ou même sur la batterie. Donc la courbe d'apprentissage qu'on a vue sur la batterie, qu'on a vue sur les panneaux solaires, qu'on a vue sur l'éolien, elle est en train d'arriver sur le domaine. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'elle se déploie? En Chine, comme d'habitude.
Aujourd'hui, vous avez 10 000 camions qui tournent en Chine à l'hydrogène. Effectivement, il y en a quelques centaines dans le reste du monde. Mais il n'y a pas de voiture à l'hydrogène. Si, il y en a. Il y en a 50, un peu plus de 50 000 qui y tournent. Il y en a une grande partie en Corée, parce que Hyundai est en fait celui qui a le plus de véhicules hydrogène. En France, on voit beaucoup Toyota, parce que Toyota est le champion des taxis. Oui, et on a développé, Air Liquide, Total et un certain nombre d'autres acteurs ont développé une offre de stations et de mobilité hydrogène avec quelques entrepreneurs pionniers du système, et qui montre assez bien le caractère vertueux de ce modèle, parce que dans ces cas-là, je peux éventuellement faire tourner mes véhicules plusieurs shifts, comme on dit, sans avoir à attendre plusieurs heures pour recharger mon véhicule. Et sur quoi on peut tabler pour réduire le coût finalement aujourd'hui ? La massification, d'une part, qui va permettre d'utiliser mieux les assets. Une station, quand elle n'est pas chargée, elle coûte beaucoup plus cher que quand elle est chargée, c'est tout. Donc ça, le coût de revient de l'hydrogène, on espère qu'il va baisser progressivement avec des électrolyseurs ou qui soient beaucoup plus importants. On a ensuite les outils de conditionnement. Aujourd'hui, on transporte ça sous forme gazeuse, sous pression. Demain, on pourra le transporter sous forme liquide. On transforme 10 fois plus d'hydrogène par camion dans ces cas-là. Et donc, c'est évidemment un effet sur les coûts. Mathieu Soulas veut réagir. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'infrastructure de charge, que ce soit une borne électrique ou un compteur d'hydrogène pour charger sa voiture à hydrogène, c'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est arriver à faire venir ces molécules ou ces électrons avec une grande échelle. Voilà. Alors aujourd'hui, la grande échelle sur l'électrique, on l'a, puisqu'on a déjà électrifié une grande partie de nos usages, à la maison, dans les usines, etc. Donc on a déjà les lignes à haute tension, on a tout le réseau électrique, qui fait que quand on veut mettre une borne électrique, on se raccroche au réseau électrique et puis on peut charger sa voiture avec des investissements qui sont relativement faibles. Même si, au Total Energy, on a parlé de 200 millions pour équiper nos stations d'autoroute, donc c'est des gros chiffres, mais voilà, c'est pas gigantesque. Avec l'hydrogène, effectivement, et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver à massifier la demande pour pouvoir faire venir ces flux de loin, les faire venir par pipe ou les faire venir par bateau. Et donc la mobilité sera un des usages de l'hydrogène. On investit beaucoup, et notamment avec I24 et d'autres grands industriels, sur la décarbonisation de l'industrie. Parce que pour remplacer le gaz dans l'industrie, voire l'utilisation dans les hauts fourneaux, dans tout un tas des cimentiers, etc., qui ont besoin d'une énergie intense. L'électrique est pas toujours très adapté. Par contre, l'hydrogène pourrait être un bon vecteur pour décarboner le gaz. Et pour ça, on pourra construire cette logistique massifiée. Pour la première fois depuis 70 ans, vous avez une nouvelle filière complète d'acier qui se construit en Suède, à base d'énergie renouvelable et d'hydrogène, pour faire de la réduction directe de minerais de fer et faire de l'acier plat. Bon, Arcelor et les autres grands sites européens, ThyssenKrupp et autres, regardent tous des méthodes pour conserver ces sites. Mais pour ça, il faut basculer à des solutions de réduction du minerai de fer qui passeront par l'hydrogène, parce que c'est pas l'électrique qui le fera. Donc c'est un moyen de garder des énergies très intensives en énergie, qui sinon vont aller chercher l'énergie renouvelable pas chère dans des endroits beaucoup plus lointains, parce que c'est beaucoup moins cher. Vous avez vu, j'ai attendu que vous ayez fini pour envoyer la pub. On progresse. Voilà, vous prenez vos marques, là. J'ose plus rien dire, moi. Allez, Zéro. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h avec ces nouveaux carburants qui devraient arriver un peu dans quelques années, mais en tout cas, les prémices ont l'air assez sympathiques. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On en apprend beaucoup aujourd'hui, ce soir, en tout cas, sur les carburants de l'avenir avec Pierre-Étienne Franck, qui est avec nous, directeur général de I24, cette société d'investissement française qui gère le plus grand fonds d'investissement à l'hydrogène, mais pas que. Mathieu Soulas, directeur nouvelle mobilité et marketing de Total Energy. Maintenant, on va parler des avions, après avoir parlé des camions, après avoir parlé des voitures, des infrastructures, de la production. Il y a un nouveau carburant qui est utilisé pour les avions, le SAF. Vous me passerez l'accent. Sustainable Aviation Fuel, carburant durable pour l'aviation. Qu'est-ce que vous êtes nul en anglais? Non, on plaisante. Qu'est-ce que ce carburant? Alors en fait, c'est une famille de carburants. Donc en fait, on désigne par carburant durable toute forme de carburant pour les avions qui va permettre de baisser le contenu carbone et donc limiter les émissions de CO2. Aujourd'hui, le SAF qu'on produit, ça ressemble au biofuel dont on parlait tout à l'heure et qu'on met déjà aujourd'hui dans nos voitures et nos camions. C'est essentiellement issus soit d'agriculture, soit de déchets, ce qu'on appelle les bio-avancés, quoi.
ces molécules, on les traite dans des raffineries qui sont devenues des bioraffineries. C'est pour ça qu'on investit à côté de Paris. L'idée, c'est de produire une molécule qui ressemble et qui est utilisée dans les moteurs d'avion exactement comme le carburant. Il n'y a rien à changer sur le moteur d'avion actuel. Exactement, il n'y a rien à changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est agrémenté agréé ou accrédité que pour 50 ou 70%, mais c'est la même molécule et elle peut être utilisée sans rien changer, ni à la logistique du carburant jusqu'à l'avion, ni à l'avion lui-même. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, pouvoir décarboner les usages sans avoir à tout réinventer. Avec la même possibilité de faire le même nombre de trajets, que ce soit du SAF ou du kérosène pur. Exactement. Le seul problème, c'est sa disponibilité, parce que les ressources en matières premières est limitée. Et sa transformation est un peu compliquée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on transforme notre raffinerie à côté de Paris pour produire de l'ordre de 0,5 million de tonnes par an. Alors 0,5 c'est pas beaucoup, mais 500 000 tonnes par an, c'est déjà plus, alors que c'est le même chiffre. Et tout dépend où on met la virgule. Merci, parce que je suis vraiment nul en maths. Moi en anglais, on fait la paire. Et qui permettra en fait de répondre à l'obligation qui est de minimum 6% d'incorporation de ces carburants aviation à l'horizon de 2030. Voilà. Donc notre projet à côté de Paris, il va permettre de remplir les obligations françaises en 2030. Pierre-Étienne France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, finalement, c'est le retour un peu de la souveraineté nationale sur les carburants. Si on a assez de ressources bio, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si on n'a pas assez de ressources bio, à défaut, on va faire du biocarburant par des carburants de synthèse. Et les carburants de synthèse, on va revenir à l'hydrogène de nouveau, parce que pour faire des carburants de synthèse, il faut que je recombine du carbone et de l'hydrogène, et donc il faut que je fabrique cet hydrogène. Donc effectivement, dans l'histoire de l'avion, et de l'avion de demain, quelles que soient les solutions, les gens disent toujours que l'avion hydrogène, c'est une fantaisie. En fait, quelles que soient les routes, on va passer par besoin de beaucoup de production d'hydrogène pour alimenter soit des fuels synthétiques qui vont compléter les biofuels, soit doper l'usage de kérosène existant avec de l'hydrogène que je produis, que je mets en complément, c'est ce que poussent certains grands acteurs de l'aéronautique, soit le fameux avion hydrogène où je suis carrément basculé dans une nouvelle motorisation. C'est plus du coup une turbine classique, c'est une pile à combustible qui alimente une turbine. Et là, l'hydrogène, c'est complètement de l'hydrogène liquide. Alors évidemment, c'est plus lointain, mais dans tous les cas, on est sur des économies qui basculent vers de l'usage intensifié d'hydrogène que j'ai fabriqué de manière propre. Et donc, grâce à ça, si je sais le fabriquer sur mon territoire, je localise une partie de mon énergie. Ouais. J'ai lu que le premier avion à hydrogène serait pour 2030, c'est vrai ? C'est dans pas longtemps. Mais il y a déjà des avions hydrogène qui ont tourné, mais des prototypes tout petits, sans pilote, juste pour vérifier que ça marche. Pas de problème pour que ça marche. Le sujet, c'est la sécurité. Et ensuite, c'est d'arriver à construire quelque chose qui ergonomiquement fonctionne. Parce qu'un avion hydrogène total, c'est de l'hydrogène liquide. La densité énergétique au kilo est très bonne, mais au volume, elle est pas bonne. Donc, je dois reconfigurer, redessiner mon avion. Faut enlever des sièges et mettre du réservoir. Éventuellement. Justement, Mathieu Soulas, un avion qui volera au 100% biocarburant, c'est déjà le cas, mais est-ce qu'on aura les capacités de production pour arriver à produire suffisamment pour pas toute l'énergie, pas tous les avions du monde, mais quand même une bonne partie? Il y a de l'espoir? Non, pas avec du bio, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la ressource est limitée, et c'est de l'évolution du contenu du SAF. Donc parce que dans le SAF, on va commencer avec du bio aujourd'hui, et puis petit à petit, ce SAF, il va devenir du carburant de synthèse. Donc il gardera le même nom, c'est du Sustainable Aviation Fuel. Je parle pas Votre accent est meilleur que le mien. Je parle pas beaucoup mieux anglais. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Mais la chimie va avoir complètement changé, et on va passer vers ce qu'on appelle carburant de synthèse, ou des e-fuels, l'acronyme anglais, qui est la recombinaison d'hydrogène avec du CO2 pour faire une molécule qui ressemble comme de gouttes d'eau à la molécule qu'on utilise aujourd'hui, sauf qu'elle émet du CO2, mais on le récupère pour la refabriquer. Donc on est divisé par deux, quoi. Oui. On veut dire que le CO2, on l'a capturé ailleurs et on le réutilise. Ça, c'est une possibilité. Ou alors du CO2 biogénique qui peut exister, que je peux récupérer de biomasse. Mais dans ce cas-là, je dois rajouter de l'hydrogène. Par rapport à nos amis européens, on en est où ? Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est très avancé sur le sujet de l'hydrogène ? La réglementation dont on parle, c'est une réglementation européenne. Donc tous les pays avancent. Ensuite, mais certains ont pu avancer plus rapidement que d'autres. Il y en a pour qui l'enjeu de l'hydrogène est beaucoup plus vital que pour la France. Si on prend et qui d'ailleurs qui explique l'un des débats qui a lieu régulièrement entre les Allemands et les Français. Les Allemands doivent à terme se passer du charbon.
doivent se passer du gaz naturel, surtout depuis la crise ukrainienne, et ont décidé de ne pas faire de nucléaire. Donc ils n'ont plus de source d'énergie interruptible, donc pilotable. Le seul moyen d'avoir, c'est d'aller récupérer l'hydrogène quelque part. La France, elle, a le nucléaire, ce qui lui permet de ne pas avoir cet enjeu-là. Et surtout ces biocarburants, la France est en avance ? Exactement. Alors si on reprend si on reprend l'exemple de l'avion, hein, la France a été le premier pays à obliger l'incorporation de ces biocarburants SAF depuis l'année dernière à 1%, rejoint par les autres pays européens avec un 2% et un pourcentage qui augmente progressivement pour atteindre 6% en 2030. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Pierre-Étienne Franc, directeur général de AI 24. Merci beaucoup Mathieu Soulas, directeur nouvelle mobilité et marketing de Total Energy. Et merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Ça mériterait d'avoir une heure de plus, mais en tout cas on en a appris un petit peu plus. En tout cas, nous on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Dans un instant, François Trio est déjà dans les starting blocks. Oui, pour parler rugby évidemment, au cœur de la mêlée. On commence à digérer France-Afrique du Sud. Et tout de suite, on vous retrouve Cécile dans Sud Radio et à votre service. Allez, passez une bonne soirée. Salut, à demain.